Merci Madame Jeanne-Emmanuelle Hutin pour ces propos introductifs et pour cette présentation. Je tiens à préciser que je ne suis pas professeur au sens académique comme l'est ma collègue Jacqueline Lagré, que vous aurez le plaisir tout à l'heure d'entendre dans la deuxième partie de cette soirée. Mais enfin, oui, j'ai fait un peu de philosophie dans ma vie. Alors vous m'avez posé une bizarre question. Quel est cet homme qui cherche toujours à prendre le territoire de l'autre ? Et je me suis souvenu, je l'avais d'ailleurs cité dans un de mes petits travaux sur la paix autrefois, je me suis souvenu de cette phrase de Martin Buber, le philosophe, qui en 1936, présageant déjà la partition qui, sous nos yeux, ne se réalise pas du tout du territoire palestinien avec Israël, avait écrit ceci. Il avait rapporté un récit hassidique. On a demandé à Rabbi Abraham Jacob pourquoi l'espace se rétrécit parfois pour les créatures alors que nos sages ont dit « tout homme a une place sur terre ». Et le juste répondit « c'est parce que chacun veut s'emparer de l'espace d'autrui ». La question n'est donc pas nouvelle et je crains qu'elle soit aussi durable que ne le sera l'humanité. Alors, la question, pour prendre le territoire de l'autre, ça supposerait, mais les philosophes sont comme ça, qu'on définisse ce que c'est qu'un territoire. Eh bien, c'est pas si simple. Le territoire, comme le dit l'étymologie, c'est plutôt la terre, c'est l'espace terrestre. Or, le globe, c'est surtout la mer, plutôt que la terre. Et puis, il y a aujourd'hui, on le sait bien, l'espace interstellaire, l'espace sidéral. Et là encore, qu'est-ce qui se passe ici ? Je parle alors qu'un ancien ministre de la Défense et un général sont à côté de moi. Ils savent bien que l'espace, justement, c'est une extension du territoire. C'est curieux à dire, puisque on considère que l'espace nous appartient d'une certaine manière. Mais il nous appartient à qui ? Il appartient à qui ? Alors on a dit, il appartient à l'humanité. J'ai sous les yeux la phrase que les astronautes ont indiquée sur une plaque quand ils sont allés sur la Lune pour la première fois. Nous venons en paix au nom de toute l'humanité. Autrement dit, il y aurait des espaces qui seraient préservés de la guerre, comme le sont les espaces de notre planète. Et en fait, je me pose la question, et je la leur pose aussi, même s'ils n'auront pas le temps de la traiter. N'avons-nous pas, dans nos traités internationaux, dit qu'il y avait quand même des ressources appropriables dans l'espace ? N'avons-nous pas envoyé des satellites militaires dans l'espace ? Donc même cet espace qui pourrait être celui de l'humanité dans son entier, et non pas celui des États-nations, même celui-là semble, j'allais dire, contaminé par le risque de guerre. Alors bien sûr, un territoire, c'est, pour revenir un petit peu plus sur Terre, c'est le cas de le dire, c'est un territoire délimité, qui a des frontières, qui a des zones. Le mot frontière n'a pas bonne presse, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on préfère les médecins sans frontières, les reporters sans frontières, et amusez-vous à chercher sur Google les associations sans frontières, et vous verrez, la liste est infinie. Il y a les clowns sans frontières, il y a des associations humanitaires sans frontières. Bref, et pourtant, il faut des frontières. Je veux dire que le globe n'est pas un tout indistinct. Et donc, il faut, je crois, oser réhabiliter la notion de frontière. Et il me semble que quand tout à l'heure les autres interlocuteurs mettront les mains dans le cambouis, ils seront bien obligés de quadriller un petit peu le globe et de voir ce qui va et ce qui ne va pas. Je pense évidemment, comme tout le monde ici, à l'Ukraine, je pense aussi à la Palestine et à Israël. Bref, le fait que les frontières ne soient pas très stables, qu'elles ne puissent pas être garanties par le droit international comme elles devraient l'être, fait que l'état de guerre domine. Et pourtant, de quoi me plaindrais-je ? Moi qui suis né au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, de quoi me plaindrais-je ? N'est-ce pas la première fois dans l'histoire que nous avons vécu sur le sol français sans guerre ? Sans guerre. Pourquoi ? Peut-être parce que les démocraties ne se font pas la guerre et que nos voisins sont désormais des personnalités juridiques qui, justement, vivent dans un régime démocratique. C'est quelque chose qu'on entend souvent dire dans nos sphères philosophiques, en tout cas, une guerre n'éclate qu'entre une dictature et une
autre dictature ou entre une dictature et une démocratie. Peut-être que la chose mérite d'être méditée. Un territoire, donc, c'est un territoire qui a des frontières, c'est un territoire qui est approprié par une population déterminée, mais approprié, qu'est-ce que ça veut dire? Propriétaire, usufruitière, je crois qu'évidemment il s'agit plutôt de usufruit, je crois qu'il s'agit plutôt de responsabilité. Il n'y a pas de territoire sans patrie. N'ayons pas peur du mot de patrie, me semble-t-il. Pourquoi? Parce qu'il renvoie à notre enracinement, il nous renvoie à un ethos particulier, il nous renvoie à des valeurs, à des principes, certainement, à une histoire, à une mémoire. Mais en même temps, il y a de véritables patries, et je viens de prononcer le mot d'enracinement, cher à Simone Veil, la philosophe, il n'y a pas de patrie, il n'y a pas d'enracinement sans qu'il y ait ouverture sur autre chose que la patrie. J'ai relu récemment justement l'enracinement de Simone Veil et j'ai vu que c'était constamment présent à son esprit cette idée qu'une patrie authentique est une patrie qui cherche toujours l'universel et la justice. Pas de patrie, pas de patriotisme sans recherche de la justice. Alors la question posée par aussi bien par Madame Hutin tout à l'heure que par Martin Buber, hélas, elle a une réponse que les philosophes connaissent depuis la nuit des temps, qu'il s'agisse de la sagesse chinoise la plus ancestrale ou qu'il s'agisse de nos grands penseurs de juste après la Première Guerre mondiale. Je pense à Paul Valéry, je pense à Sigmund Freud, je pense aussi à Bergson, tout simplement, qui disait qu'il y avait un instinct guerrier, que, au fond, qu'est-ce que c'est que la paix? C'est une halte entre deux guerres, disait-il. Évidemment, dans le contexte post-Première Guerre mondiale, il était difficile de dire les choses peut-être un peu autrement. Je le cite, « L'origine de la guerre est la propriété. L'origine de la guerre est la propriété, individuelle ou collective, et comme l'humanité est prédestinée à la propriété par sa structure, la guerre est naturelle. » Autrement dit, nous ne sommes pas prêts d'en sortir. Et pourtant, aussi bien chez le sage chinois auquel je pensais tout à l'heure, celui qui a écrit L'art de la guerre au VIe siècle avant Jésus-Christ, que chez des auteurs plus récents, plus grecs, plus romains, plus contemporains aussi, personne n'aime la guerre. Aucune société n'aime la guerre. Et donc, on va tout faire pour essayer d'en limiter la durée, d'en limiter les dégâts. Et en effet, l'homme n'est pas habité par une pulsion meurtrière définitivement, bien entendu. Pourquoi? Parce qu'il veut sortir de cette impasse qu'est cette violence généralisée et qui est si destructrice comme nous le voyons encore aujourd'hui sous nos yeux. Il veut la paix. Il veut la paix et il ne s'en donne pas vraiment les moyens. Si bien que le philosophe que je préfère pour traiter cette question, ce n'est pas exactement Thomas Hobbes. Je dis ça pour ceux qui ont un petit peu de connaissances. Vous savez que Hobbes, c'est celui qui pense le pacte social en disant que pour sortir de l'état de nature, qui est un état de guerre de tous contre tous, de violence généralisée, d'appropriation du territoire de l'autre, justement, eh bien, Hobbes dit qu'il faut qu'à un moment donné, par un contrat fictif, mais qui va être opératoire, bien sûr, par un pacte, il va falloir renoncer chacun individuellement, et on a envie de dire chaque État individuellement, même si ça ne fonctionne pas aussi bien, à cette violence, et la confier à une instance tierce. Si bien que la piste qui va être choisie, me semble-t-il, par la philosophie politique et par nos hommes politiques, ce n'est pas exactement celle de Thomas Hobbes, parce qu'il n'arrivait pas à penser une sortie de l'état de nature entre les États. Je dis ça un petit peu rapidement. En revanche, le philosophe qui me semble le plus inspirant ici, c'est Emmanuel Kant. Emmanuel Kant, eh bien, a été le livre de chevet d'un grand monsieur de l'histoire, Woodrow, le président des États-Unis au sortir de la Première Guerre mondiale. Il avait sur sa table de chevet le livre de Kant, Projet de paix perpétuelle, et il avait conscience que la meilleure solution pour sortir de la guerre permanente, ce n'était pas nécessairement la philanthropie, ce n'était pas nécessairement la morale, c'était tout simplement de vérifier que de la discorde devait naître même la concorde.
et que le droit international qu'il a réussi à construire à partir de cette idée très, très sommaire, très, très simple, peut-être simpliste en même temps, eh bien, ça consistait à dire que le droit international, et je trouve que sa construction était en effet tout à fait intéressante, ça ne consistait pas à se mettre d'accord pour qu'il y ait un commandement universel de toutes les nations, mais qu'il fallait une fédération, une alliance des nations. Et ça a été les balbutiements de la Société des Nations, qui, hélas, n'a pas bien fonctionné, puisque 39-40 est arrivé, bien sûr. Mais enfin, il y a eu ensuite cette reprise de cette idée, encore une fois, du siècle des Lumières, une idée par le biais de l'Organisation des Nations Unies qui a consisté à dire tous les conflits doivent être réglés par le droit et non pas par la force. Mais pas un droit évidemment sans la force, parce que qu'est-ce qu'un droit sans la force? Je parle devant un général et il sait encore mieux que moi de quoi il retourne. Un droit sans la force n'est plus un droit, c'est un vœu pieux, bien entendu. Et donc, au fond, l'ONU n'est-elle pas l'organisation qui a permis cette paix très longue, durable, que nous avons au moins, nous autres, Européens de l'Occident, connue depuis maintenant près de 80 ans. Et il faut bien sûr une force. Cette force, c'est les casques bleus, mais ce n'est pas un État monarchique universel. C'est une fédération de nations. Nous n'avons pas d'autre solution jouable, valable que celle-là. Et tout à l'heure, donc, je vais laisser le micro, dans quelques secondes d'ailleurs seulement, rassurez-vous, je ne suis là que pour chauffer la salle pour nos invités de prestige, et ils vont mettre, eux, la main dans le cambouis, et eux vont nous dire ce que c'est que la géopolitique, et eux vont nous dire qu'entre l'idéal philosophique et la réalité humaine, il y a évidemment beaucoup de pas difficiles à franchir. J'ai promis que je ne serai pas très long. J'espère avoir été suffisamment court. Et pourtant, je voudrais ajouter une toute dernière indication, parce qu'elle aussi est au cœur de notre actualité. J'ai glissé tout à l'heure qu'un État-nation, c'était une appropriation par une population donnée, et j'ai voulu dire que c'était une responsabilité. Et nous le savons bien, surtout alors que des échéances européennes se profilent à un bref horizon, nous savons bien que cette appropriation crée des difficultés lourdes quand il s'agit de gérer ce qu'on appelle l'émigration. Eh bien là encore, Emmanuel Kant nous donne un certain nombre de principes directeurs qu'il ne faudrait jamais oublier. Tout étranger, disait-il, doit être accueilli dès lors qu'il n'est pas un ennemi sur le sol. Tout étranger doit être accueilli. Et il faudra distinguer entre l'étranger vérifié, entre le travailleur émigré, entre le visiteur, le touriste même ou le résident. Et puisque j'ai commencé par citer Martin Buber du côté du judaïsme, qui est, je le sais, une religion chère au cœur du père Dornelas, ici présent, je terminerai aussi par tout simplement cette petite histoire biblique. Vous savez qu'on dit que l'humanité est fraternelle, ce sont des frères. C'est pas vrai, ça commence par un fratricide, comme chacun sait. Caïn va tuer Abel. Mais la première fois, dans le récit de la Genèse, la première fois où il est question de paix et de véritable fraternité, c'est lorsque Abraham et son neveu Lot se trouvent à la tête de troupeaux qui ne peuvent plus paître dans le même lieu. Et Abraham dit alors à Lot, son neveu, son frère, nous sommes frères, eh bien, qu'il n'y ait point de querelle entre nous. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et Lot choisit d'aller du côté du Jourdain et Abraham va aller du côté de Canaan. C'est la première fois que la paix existe. Et la paix existe, pourquoi? Parce qu'il y a une séparation. Pas de paix sans séparation. Pas de fin de la violence sans séparation. Parce que s'il n'y a pas de séparation, c'est la confusion. C'est le sans frontières généralisé et dangereux, celui qui provoque justement des occupations. Et puis en même temps, chacun le sait bien, pas de séparation sans partage. C'est la partition. La partition rêvée ici, c'est évidemment une partition qui est un partage entre deux zones qu'on va se donner. Et évidemment, ici, vous le voyez transpirer déjà, pourquoi n'arrivons-nous, la question qui sera tout à l'heure au cœur des propositions qui seront faites, pourquoi n'arrivons-nous pas à imposer deux États à ce peuple de Palestine et à ce peuple d'Israël,
ils sont tous les deux d'accord pour dire qu'il y en a un de trop. Et évidemment, il faudrait relire ici l'ancêtre du monothéisme à travers cet épisode d'Abraham et de Lot, bien entendu. Voilà, j'en ai sans doute trop dit et je sais que le monsieur chronomètre va me gronder si je vole la parole de ceux qui vont suivre et pourtant il y aurait tant à dire. Mais en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté.